Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je vous adresse mes meilleurs vœux pour l'année 2025, la santé, la prospérité, le bonheur, l'amour, enfin tout ce que l'on peut souhaiter pour qu'une année soit très belle. Et pour débuter cette nouvelle année, un nouveau concept, tous les mardis, vous pourrez retrouver la piste criminelle. La piste criminelle qui sera diffusée entre 17 et 18 heures tous les mardis. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir la notification et suivre les affaires criminelles comme on dit, des plus grands criminels du siècle dernier jusqu'à nos jours. Donc, pour commencer, bien entendu, ce premier volet de notre série La piste criminelle sera, bien entendu, pour l'ennemi public numéro 1 dans les années 70. Je nomme Jacques Messrine. André-Pierre Messrine et Fernande Charlotte Buvry, épouse Messrine, commerçant aisé du textile qui possède une entreprise de dentelle de luxe à Paris, attendent un enfant. C'est à Clichy, le 28 décembre 1936, que Jacques verra le jour. Au 3 de l'avenue Anatole France, c'est là qu'il grandit et qu'il se met à fréquenter le quartier populaire de Pigalle à Paris. Ses parents ont pourtant des projets pour lui. Ils souhaiteraient plus tard le voir intégré à HEC à Paris. Mais il n'aime pas l'école. Il effectue une partie de sa scolarité au collège libre de Juilly, tenu par des oratoriens, où il a comme camarade le célèbre Jean-Jacques Debout, bien entendu, que tout le monde connaît, le mari à Chantal Goya. Il est ensuite renvoyé du lycée laïque de Clichy à cause de violences exercées envers le proviseur. Il devient alors représentant au tissu, dans un premier temps. Et puis, à l'âge d'à peu près 18 ans, en 1951, pour distribuer une revue satirique du professeur Sauron sur les grands boulevards de Paris. Puis, pour vendre des aspirateurs Tornado porte-à-porte, il revenait parfois sur les lieux visités pour les cambrioler. Jacques Messrine devance l'appel pour effectuer son service militaire et participer à la guerre d'Algérie comme militaire du rang à la 626e compagnie, une unité qui réceptionne les pièces détachées pour les acheminer vers le front. Jacques Messrine est décoré pour ses services de la Croix de la valeur militaire par le célèbre général Jean Ollier. Il revient en France en mars 1959 après avoir reçu un certificat de bonne conduite. C'est durant cette période qu'il découvre les armes et rapporte un pistolet 45 ACP qu'il garde constamment sur lui. D'après ses proches, l'expérience de l'Algérie l'a profondément marqué. Selon ses dires, il aurait été plusieurs fois de corvée de bois, dit-on, entre guillemets, exécution de prisonniers algériens en dehors de l'enceinte militaire. Ce qui fut totalement contredit et unanimement par ses camarades d'unité. Par ailleurs, Messrine aurait été membre de l'OAS en 1961, ce dont les autorités françaises l'ont soupçonné à la suite de son arrestation en 1965 à Palma, lors d'un flagrant délit de cambriolage à la villa du gouverneur militaire. Néanmoins, aucune source d'importance n'est venue étayer une quelconque proximité entre Messrine et cette organisation.
Mais avant de continuer, nous allons voir la vie un petit peu sentimentale de Jacques Messrine. En effet, Jacques Messrine, ce grand gaillard, si l'on peut dire, se mariera 2 fois. La première fois, il se marie brièvement du mois de juillet 1955 à 1956 avec Lydia de Souza, une jeune étudiante en chimie d'origine togolaise dont il adopte le fils Dominique pour pas qu'elle demeure mère célibataire. 5 ans plus tard, après son passage en Algérie en 1961, Messrine se remarie avec Maria Soledad Ortiz, rencontrée lors de vacances en Espagne à Tossa de Mar. Ils ont 3 enfants ensemble, Sabrina, née en 1961, Bruno, né en 1964 et décédé en 2022, et Boris, né en 1966. Ils divorcent en 1965. Ce seront les 2 seules femmes qui auront eu la chance, enfin, si l'on peut dire la chance, d'avoir l'anneau passé au doigt par Jacques Messrine. Bien sûr, il y aura les premiers vols à main armée en France. Il participe à de nombreux cambriolages et à des vols à main armée dès l'âge de 23 ans. C'est à l'époque de son divorce en 1965 qu'il est arrêté et condamné pour la première fois à payer une amende pour port d'armes prohibé. Entre 1961 et 1962, il réside au 31 de la rue Boineau, dans le 18e arrondissement. Le 17 janvier 1962, il est arrêté au Neubourg, dans l'Eure, où ses parents ont une maison de campagne, alors qu'il se prépare, avec 3 de ses complices, à effectuer un hold-up à la Société Générale. Il est condamné pour la première fois à 18 mois de prison. En mars 1962, il passera son temps d'incarcération dans les prisons d'Évreux et puis d'Orléans, où il dit avoir rencontré Pierre Carreau, dit Pierrot le Fou, numéro 2. Il est relâché en 1963, il souhaite alors quitter la vie criminelle et trouve un emploi dans une entreprise d'architecture d'intérieur, mais à la suite de la mise au chômage technique des employés de celle-ci, il perd son travail et redevient délinquant. En 1967, il effectue sa première escale dans l'Oise pour y devenir, de façon un peu obscure, gérant de l'auberge du Mont Saint-Marc à Vieux-Moulins, au cœur de la forêt de Compiègne, où l'une de ses tantes lui confie l'établissement avec sa compagne de l'époque, ex-prostituée placée à la caisse, qui a rapidement su comment rentabiliser les 5 chambres sur fond de jalousie, de café, de jalousie, de café, de jeux proches, accueillant également des caïds de banlieue. La police locale s'intéresse à cette auberge, tout comme les services fiscaux. Des impayés vaudront à Messrine une condamnation par défaut à 2 ans de prison, à la suite d'une bagarre et de coups de feu. Quelques mois seulement après son arrivée, l'auberge est fermée. Elle sera reprise en 1978 à décembre 2012 par un restaurateur parisien, Michel Carbonel, venu avec son épouse, puis par Michel Laenz, ancien journaliste de la Minute, enfin du quotidien Minute. Le 2 décembre 1965, Jacques Messrine est arrêté à Palma de Majorque
en train de voler des documents politiques dans un bureau du gouverneur militaire, la police locale le soupçonne de travailler pour les services secrets français. Il est condamné à 6 mois de prison en octobre 1966. Il ouvre un restaurant à Santa Cruz de Tenerife, dans les îles Canaries. Parallèlement, il continue son activité criminelle, bien entendu. En décembre 1966, il attaque une bijouterie à Genève. En Suisse, en mai 1967, il ouvre une auberge à Compiègne. Donc, en France, le 15 novembre 1967, il cambriole un hôtel à Chamonix, où il est reconnu. Le 8 décembre 1967, il braque une maison de haute couture parisienne où il est, là aussi, reconnu. Maria de la Soledad le quitte et leurs 3 enfants sont confiés aux parents de Mesrine. Le 6 février 1968, il échappe aux policiers et fuit au Québec, au Canada bien entendu, avec Jeanne Schneider, rencontrée après son divorce. Cette dernière est une call girl dont les souteneurs ont été abattus par Mesrine, selon ses dires, bien qu'aucune trace d'un tel règlement de compte n'apparaisse dans les annales policières de cette période. À cette époque, il n'est recherché que pour des escroqueries. En juillet 1968, le couple arrive à Montréal et s'installe au 3645 rue Sherbrooke-Est. Avant de rejoindre Mont-Saint-Hilaire pour entrer au service d'un millionnaire handicapé, Georges Delaurier, qui a fait fortune dans le commerce de fruits et légumes, Jacques Mesrine, cuisinier et chauffeur, et Jeanne Schneider, aide-ménagère. Emménageant avec Delaurier, c'est lui, au 277 rue Auclair. Il y reste 5 mois, pendant lesquels Mesrine envisage de se retirer de la criminalité. Une dispute avec le jardinier du domaine entraîne la mise à pied du couple, qui, entrepris d'un désir de vengeance, enlève, à l'aide d'un complice français, Michel, rencontré sur place, le 12 janvier 1969, le millionnaire, alors qu'il demande une rançon de 200 000 $ à son frère Marcel Georges Delaurier, réussit à s'échapper. Dès lors, Mesrine a fait de facto son entrée dans le grand banditisme. Le 29 juin 1969, le couple Mesrine-Schneider quitte le motel Les Trois Sœurs à Percé, où il s'était réfugié et franchit illégalement la frontière des États-Unis. Le 30 juin, le corps étranglé d'Evelyne Le Boutillier, patronne du motel, est découvert dans sa résidence à Percé. Mesrine est soupçonné en fuite aux États-Unis. Mesrine est arrêté à Texarkana, dans l'Arkansas, à la frontière entre le Texas. Il est extradé vers le Canada. À sa sortie d'avion, il fanfaronne devant les journalistes et déclare, reprenant une phrase du général de Gaulle, « Vive le Québec libre !» Accusé de meurtre et de kidnapping, Mesrine se retrouve à la une des journaux québécois. Il est déclaré ennemi public numéro 1. Le 17 août 1969, Mesrine s'évade avec Jean-Paul Mercier et délivre sa compagne, Jeanne, de la prison de Percé. Mais ils sont repris le lendemain. Toujours en août 1969, ils sont condamnés respectivement à 10 et 5 ans de prison pour l'enlèvement et séquestration de Georges Delaurier en janvier 1971. Mesrine et Jeanne Schneider sont acquittés pour le meurtre, d'Evelyne Le Boutillier. Mais cette accusation d'un meurtre qu'il déclare n'avoir pas commis
malgré un important faisceau de présomptions, sera pour Mesrine un des thèmes principaux de son deuxième livre, Coupable d'être innocent, écrit en 1979. Le 21 août 1972, il s'évade de la prison de Saint-Vincent-de-Paul avec 5 autres détenus, dont notamment Jean-Paul Mercier, André Ouellet, Pierre Vincent et Robert Imbaud. La prison de Saint-Vincent est alors entourée de 2 murets de barbelés et d'un mur de 4 mètres. Dans les miradors, nuit et jour, chaque sentinelle fait le guet 7 jours par semaine. Les cellules sont alors éclairées en permanence et le plafond constitué de grillages sur lequel les gardiens font des rondes. À l'époque, il y a 65 gardiens pour 62 détenus. Mesrine a repéré à cette époque que les rondes étaient un peu moins fréquentes le week-end. Et s'était procuré des limes, des outils aussi, et une aisselle de peintre. Jocelyne Dorès est accusée d'avoir aidé à l'évasion de Mesrine et sera ultérieurement condamnée à 23 mois de prison. Leur cavale s'est émaillée de nombreux méfaits. Le 26 août, ils braquent ensemble la caisse populaire de Saint-Bernard de Dorchester, puis 10 minutes plus tard, font de même avec celle de Saint-Narcisse de l'Aubinière. Leur butin s'élève à 26 000 $ canadiens, je pense, je ne sais plus. Le 28 août, ils braquent la Toronto Dominion Bank à Montréal et récidivent 3 jours après dans le même établissement. Faut être culotté quand même, mais comme quoi, hein, quand on est malin, ça passe. Hein. Le 3 septembre, ils échouent dans leur tentative de libérer 3 prisonniers de la prison de Saint-Vincent-de-Paul, mais blessent grièvement 2 policiers dans la fusillade qui s'ensuit. Une semaine plus tard, pendant qu'ils s'exercent au tir en forêt, Mesrine et Jean-Paul Mercier tuent 2 gardes chasse attirés par les détonations près de Saint-Louis de Blanfort au Québec. En octobre, après d'autres braquages à Montréal, il effectue un court passage à New York au Palace Walford Astoria. Oh là là là, c'est dur. Puis, d'octobre à novembre 1972, Mesrine fuit au Venezuela avec Jean-Paul Mercier et leurs 2 maîtresses. Plus tard, Mercier et sa maîtresse les quittent à la suite d'une morsure de chien subie par cette dernière qui les oblige à revenir au Québec pour qu'elles reçoivent des soins. Jean-Paul Mercier sera tué d'1 balle dans la tête par la police canadienne lors d'une de ses tentatives de cambriolage 2 ans plus tard. Quant à Jeanne Schneider, la maîtresse de Mesrine, elle finira sa peine en France, à la prison de Fleury-Mérogis. À sa sortie, elle restera en France. Jacques Mesrine revient en France en décembre 1972 où il commet le braquage de la paix d'une usine de Gisors pour un montant de 320 000 francs de l'époque et celui d'une caissière retirant 280 000 francs d'une banque. Le 5 mars 1973, lors d'une altercation avec une caissière d'un bar-café, ou d'un café-bar, Mesrine brandit un revolver. Un policier tente d'intervenir et se voit grièvement blessé. 3 jours plus tard, Mesrine est arrêté à Boulogne-Billancourt, avenue Pierre-Grenier, alors qu'il revient de son appartement, tout simplement. En mai, il est condamné en France à 20 ans de prison. Le 6 juin, il doit comparaître
pour une petite affaire de sec sans provision, mais il s'évade du tribunal de Compiègne en prenant en otage le président du tribunal grâce à une arme dissimulée dans les toilettes par Michel Ardouin et Alain Cailleul, un des ravisseurs du baron Empin avec lequel Mesrine a collaboré pour les braquages. Bien entendu, le 21 juin, il attaque à main armée l'imprimerie Georges Lang pour s'emparer de la paix des employés rue Curial, dans le 19e arrondissement de Paris, soit environ 300 000 francs de l'époque. Petit intermède dans la folle activité, il s'offre quelques vacances de juillet à août. Il faut bien un peu de repos quand même, hein. Et donc, dans une station balnéaire de la côte normande, Trouville. Mais début août, il reprend ses activités en s'attaquant au Crédit Lyonnais de l'avenue Bosquet, dans le 7e arrondissement de Paris. Après, il cesse d'agir pendant 2 mois. Cependant, le 27 septembre, il braque 2 banques coup sur coup, inaugurant ainsi la pratique d'enchaîner ses vols ou de les doubler. Second braquage dans la même banque le lendemain. Il est arrêté par le commissaire Robert Broussard une première fois le 28 septembre 1973 dans son appartement rue Vergniaud, dans le 13e arrondissement de Paris. Cette arrestation reste célèbre pour sa et en même temps, c'était plutôt théâtral, faite par le truand, qui, après des heures de négociation à travers la porte, finit par ouvrir la porte, cigare aux lèvres, au policier et offre le champagne au commissaire Robert Broussard. Mesrine plaisante avec celui-ci. Tu ne trouves pas que c'est une arrestation qui a de la gueule quand même? Enfin, toujours est-il, une fois en prison, Mesrine se lie avec un compagnon de cellule, Jean-Charles Willoquet, qui organise à l'intérieur une évasion montée à l'extérieur par Martine, son ami. Celui-ci s'échappe sans faire profiter Mesrine de cette évasion. Une fois dehors, il lui promet de l'aider à sortir. Il prend du retard, mais même mène Mesrine en bateau, alors faut déjà le faire, hein, et finit par se faire reprendre le 1er décembre 1975, ce qui lui vaudra des critiques de Mesrine qui le trouvent redoutable, les armes à la main, mais inorganisé et irréfléchi. En novembre 1975, Mesrine envoie une lettre de menace à Jacques Desrogis, journaliste du magazine L'Express. Le malfaiteur est en effet mécontent d'un article de celui-ci intitulé « Le duo Willoquet-Mesrine ». Jacques Desrogis a la surprise d'apprendre que la lettre a été postée par le vaguemestre de la prison de la Santé pour permettre à M. Desrogis de se tenir sur ses gardes. Mesrine est inculpé pour menace de mort et placé au secret. Comprenant qu'il se passera probablement des années avant qu'une autre occasion d'évasion ne se présente, il décide d'écrire une autobiographie intitulée « L'instinct de la mort », qui paraît le 3 mars 1977. Dans ce livre, il déclare avoir tué 39 personnes. À ce sujet, un criminologue commente, entre autres, c'est René Réauven, il y a chez Mesrine un petit tueur qui se voudrait grand. Et si l'on peut comptabiliser les crimes qu'il a commis, on ne saurait en faire autant pour ceux qui le revendiquent. En effet, les affaires de meurtre revendiquées par Mesrine ne se rapprochent d'aucun crime réel non élucidé. Le 19 mai 1977, Mesrine est condamné à 20 ans de prison pour vol à main armée.
recel et port d'armes par la cour d'assises de Paris présidée par le juge Petit. Durant ce procès, il se produit une anecdote célèbre. Il défait le nœud de sa cravate, en sort une petite clé qu'il proclame être celle de ses menottes, procurée par un gardien véreux. Puis il la lance aux journalistes présents au tribunal, déclarant avoir ainsi prouvé la corruption de la police et de la justice. Il s'avère qu'il s'agissait en fait de la clé servant à ouvrir le cadenas de la télévision de la cellule. Pas tout à fait pareil quand même, hein. Il est transféré au quartier de haute sécurité de la prison de la Santé. Cette incarcération est à l'origine d'un combat médiatique qu'il entreprend par le biais de la presse afin de faire fermer les quartiers de haute sécurité qu'il juge dégradants et inhumains. Jacques Messrine est un peu provocateur. Il nargue la police, il se moque de la justice. Il a une partie de l'opinion publique, il a une partie des Français qui est pour lui, en le surnommant le nouveau Robin des Bois, à tort d'ailleurs, ou l'homme aux 1000 visages, ou le grand Jacques, ou Jacques Mess. Mais bien entendu, il y a des gens que Messrine rebute parce que, contrairement à ce qu'on pourrait dire, que Messrine prend l'argent là où il est en le prenant au risque pour le redistribuer aux pauvres. Ouais, ou à la moyenne société. Moi, j'étais pas là pour le voir, mais bon, qui sait, peut-être est-ce vrai? C'est une chose qu'on ne saura certainement jamais. Dans tout homme, il y a du bon. Jacques Messrine avait du bon. Il était un peu narquois, un peu zanfoutiste. Des partis politiques ont voulu récupérer le nom de Jacques Messrine à cette époque-là, mais Jacques Messrine n'a jamais fait partie d'aucun parti politique et sa révolution était contre un système qu'il n'affectionnait pas du tout. Donc, lui, la politique, il s'en foutait royalement. Sa politique, c'était sa propre politique. Jacques Messrine n'était pas monsieur tout le monde. Faut reconnaître ce qui est le roi de l'évasion, arriver à faire 2 banques en même temps. Moi, je le trouve phénoménal quand même. Pour l'époque, c'était. Mais dans les milieux politiques, les milieux du pouvoir, Jacques Messrine gênait. Et il allait falloir, à un moment ou à un autre, le faire cesser. Et le gros du problème, l'enfermer, il risque de s'évader. Donc, voilà. Donc, on va en arriver certainement vers la fin de sa vie. Mais avant, nous allons continuer un petit peu à éplucher un petit peu tous ces méfaits. En mai 1978, il parvient à s'évader le 8 mai 1978 à 10h, accompagné de François Besse, dans des conditions encore non élucidées, peut-être grâce à des complices au sein de la prison ou certains de ses visiteurs au parloir. Messrine parvient à dissimuler des armes dans un parloir et profite d'un entretien avec l'un de ses avocats pour les saisir et neutraliser ses gardiens en compagnie de François Besse. Messrine expliquera qu'il a réussi au long de plusieurs mois
et a créé une véritable complicité avec un gardien dans une interview à Isabelle de Wang, je me rappelle plus du nom, enfin bon, que publie l'hebdomadaire Paris Match. Ce gardien lui aurait notamment procuré à titre de test des moulages de clés coulés dans du plâtre l'année dernière, puis aurait réussi à transmettre le reste du matériel, crochet, sel, etc. Le Monde révélera 6 mois après que la jeune pigiste de Paris Match, qui a pour avocat Robert Badinter et Philippe Lemoine, est l'épouse de Jean-Louis Pelletier, l'un des avocats de Mesrine, et n'a jamais fait la demande de carte de presse auprès de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels. Dans l'interview, Mesrine a déclaré à l'intention du gouvernement, notamment de Alain Pierrefitte, garde des Sceaux, est-ce qu'il veut des brigades rouges en France? Est-ce qu'il veut une bande à Bader? S'il faut en arriver là, on y arrivera, avait-il déclaré. Dès le 16 mars 1978, Alain Pierrefitte recevait une note signée Hubert Bonaldi, l'avertissant des alertes et des inquiétudes qui ont précédé cette évasion, suite d'une série de notes de rapports communiqués de la chancellerie entre le 16 mars et le 8 mai. Et Pierre Aymar, à l'époque directeur de l'administration pénitentiaire, sera sanctionné. Toujours est-il que, revêtant des uniformes de gardien, il libère de façon improvisée un autre détenu, Carman Rives, ou Rive, comme on veut, puis escalade le mur d'enceinte via une aisselle entreposée dans la cour pour des travaux. Carman Rives est abattu par une patrouille de police qui passait par hasard. Mais bon, Mesrine Hébès dévalise presque immédiatement une armurerie de paille. Puis le 26 mai 1978, le casino de Deauville. Il y vole plus de 136 000 francs. La police intervient, causant 2 blessés, mais les 2 évadés fuient en voiture, forcent un barrage, prennent en otage la famille d'un éleveur de chevaux le 28 mai en Normandie. Puis ils se cachent sous la banquette arrière de sa déesse pour franchir les barrages et regagner Paris. Plus de 300 gendarmes une section du GIGN et la brigade anti-gang sont déployés. Mesrine continue les attaques à main armée, comme la Société Générale de Rancy, le 30 juin 1978. C'est à cette époque qu'il se met à écrire son 2e livre, Coupable d'être innocent. Puis, plus politique que le premier, qui paraîtra après sa mort en 1979. Dans un entretien à Paris Match, le 4 août 1978, via l'épouse de son avocat, Jean-Louis Pelletier, il se montre menaçant envers quiconque voudrait tenter de l'arrêter, prétend faire abolir les quartiers de haute sécurité, QHS, par Alain Pierrefitte, ministre de la Justice. Sa notoriété entraîne la guerre des polices entre Lucien Aimé, chef de l'Office central pour la répression du banditisme, et Robert Broussard, chef de l'anti-gang. En juin 1978, il rencontre Sylvia Zanzacmo dans un bar américain à Hôtesse. Ils partent en Italie, Sicile, Algérie, Angleterre, puis retournent en France. Il reste alors caché dans le 18e arrondissement de Paris. Une tentative d'assassinat contre le juge Petit. Après son évasion, Mesrine avait donné, le 4 août, une interview à Paris Match. Il tente d'assassiner le juge Charles Petit, président de la cour d'assises de Paris, qui l'avait condamné à 20 ans de prison l'année précédente, en 1977.
Toujours est-il que Mesrine était quand même largement culotté. Et après la tentative d'assassinat du juge Petit, Jacques Mesrine dépense de l'argent, des rançons en montres, dans les grands magasins, et achète une BMW 528i, la même que celle de la BRI sur laquelle il avait tiré lors de la première tentative de remise de rançon pour Henri Lelièvre. Le 10 septembre 1979, Mesrine et un complice tendent un guet-apens dans la forêt d'Alat, dans l'Oise, près de Senlis, aux journalistes de Minute, Jacques Tillet. Après l'avoir emmené dans les profondeurs d'une cave à Champignon, Mesrine le torture, le met à nu, le tabasse et le blesse grièvement par 3 balles en lui tirant dans la joue. Pour l'empêcher de dire des conneries, dit-il. Le bras, pour l'empêcher d'écrire des conneries, et la jambe, par simple plaisir, affirmera-t-il plus tard. Il le laisse pour mort. Mesrine reprochait à ce journaliste de l'avoir diffamé en écrivant qu'il n'était pas une personne réglo avec ses associés et que c'était un bandit sans honneur en août 1979. Mesrine réalise lui-même des photographies de la tentative d'assassinat. Tillier arrive à s'en tirer. Mesrine écrit des lettres aux journalistes disant qu'il ne voulait pas le tuer. Une cellule anti-Mesrine à cette époque avait été créée. Et bien entendu, ça regroupait un peu la BRI, l'OCRB, le SRPJ, enfin tous les services de police de l'État étaient regroupés pour justement mettre fin aux agissements de Jacques Mesrine. Donc fin octobre, Emmanuel Farrugia, commandant de police, et Paul Reman, capitaine de police, homme du commissaire divisionnaire Lucien Aimé Blanc, chef de l'Office central de la répression du banditisme, l'OCRB, repèrent l'appartement de Mesrine rue Belliard, dans le 18e arrondissement de Paris. Ceci est rendu possible par le biais d'un indicateur donné par Jacques Tillet, qui voulait se venger, qui dénonce Charlie Bauer comme complice actif de Mesrine, et grâce aux écoutes des coups de téléphone que Charlie Bauer passe à Jacques Mesrine. Le 2 novembre 1979, à 15h15, Mesrine, au volant de sa voiture avec sa compagne Sylvia Zanzacco, est encerclé par les hommes de la BRI Porte de Clignancourt, à Paris. Un camion bassé qui s'est inséré devant son véhicule dissimule des policiers qui ouvrent immédiatement le feu. 21 balles seront tirées. L'autopsie constatera la présence de 18 impacts de balles à haute vélocité dans son corps. Il est tué en possession de grenades et d'armes de poing dissimulées aux pieds de sa compagne. Celle-ci, grièvement blessée au bras, perd aussi un œil dans la fusillade et son petit canis est tué. Jacques Mesrine
tous les journaux s'emparent de l'information. Jacques Messrine est mort. L'ennemi public numéro 1 est mort. Jacques Messrine le savait dès le départ, il était le premier à le dire, qu'en rentrant dans le grand banditisme, sa mort serait très violente et passerait par les armes. Il ne s'était pas trompé, la police ne lui a laissé aucune chance, tout était prévu. Plus tard, ils diront que c'était eux ou lui. Il aurait pu se défendre, il aurait pu... Mais bon, ça serait à l'heure actuelle, certainement que ça se passerait autrement, parce que il réfléchirait avant de tirer. Mais à cette époque-là, des ordres avaient été donnés par lesquels il fallait éliminer Jacques Messrine, qui faisait de l'ombre aux autorités de ce pays. Et la police en avait un petit peu marre. Jacques Messrine est enterré au cimetière nord de Clichy, sa ville de naissance. Sa BMW 528i marron métallisé, immatriculé 83 CSG 75. Pardon, Sylvia Zanzacmo raconte là ça dans son livre « Ma vie avec Messrine », édition Plomb en 2011. Reste sous scellé de justice 28 ans. La voiture est restée 28 ans encellée dans une fourrière de Bonneuil-sur-Marne, avant d'être broyée dans une case d'Atismont le 17 mai 2007. Après, s'en suivirent des polémiques par lesquelles les policiers ont tiré sans tir de sommation, sans... Voilà. C'était un peu, on va dire, limite assassinat, mais bon, c'est à l'époque, faut quand même se rappeler qu'il y a quand même, c'était en 1979, donc près de 45 ans. Donc, si on remonte 45 ans en arrière, évidemment, la justice n'était pas la même, les bandits n'étaient pas les mêmes non plus. Mais bon, voilà, je veux dire que si on avait fait avec les terroristes qui ont fait énormément de mal à notre pays, ce que la police de 1979 a fait à un seul homme, Jacques Messrine, en le tuant pour qu'il arrête de nuire à qui que ce soit, je pense que ça en ferait réfléchir peut-être plus d'un avant de faire des conneries comme ils ont pu faire. Mais bon, ça c'est un détail qui... Enfin, quand on dit des conneries... Faire des morts, tuer des innocents dans une salle de spectacle ou dans des dessinateurs de magazines, quels qu'ils soient, je pense que, Jacques Messrine n'en était pas à ce point-là, au point d'aller tuer les spectateurs d'un concert, juste pour le plaisir. Donc voilà, Jacques Messrine, comme vous pouvez le voir sur ses dernières photos, sa voiture criblée de balles, et puis son enterrement et, bien entendu, sa tombe. Voilà, ici s'achève ce premier volet de la piste criminelle. Je vous invite qu'on se retrouve mardi prochain vers 17-18 heures pour parler d'un autre criminel dans un autre dossier de la piste criminelle.
Je vous souhaite à toutes et à tous, par avance, une excellente soirée. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout ce premier volet qui était dédié à Jacques Messrine. À la semaine prochaine, portez-vous bien. Bonne soirée.